Merci de nous retrouver avec une conversation très vive sur le plateau pendant la pause. Et comme chaque mardi, le plaisir d'accueillir Caroline Fourest. Caroline, vous avez souhaité revenir sur une déclaration, je le disais, qui a fait couler beaucoup d'encre. En clair, qui est responsable de la dette ? Donc la question lui est posée, c'est lors de l'entretien avec les 4 chaînes info dimanche dernier, la question lui est posée, mais vos troupes, vos députés ont voté tous ces budgets qui étaient en déficit. Écoutez. Vous n'avez pas une part de responsabilité ? Votre formule laisse entendre que c'est les gouvernements qui dépensent l'argent. C'est pas vrai ? C'est l'État, là. C'est l'État. Non. Ici, c'est l'État, oui. Non. Ce sont les Français. Il y a une question importante que vous évitez depuis le début de cet entretien, c'est celle, pardonnez-moi, j'insiste, c'est celle de la responsabilité. Vous avez parlé des députés. Vos députés MoDem, M. Bayrou, ont voté tous les budgets déficitaires depuis 2017. Pourquoi est-ce que les gouvernements successifs ont voté ? Parce que les Français le demandaient. Parce que quand Nicolas Sarkozy... Ce n'est pas audible aujourd'hui de dire que c'est aux Français... Ça n'est pas audible pour vous, mais c'est audible pour eux. Parce que les Français le demandaient. Montage Louise Rondel-Leninan. Caroline, qui a raison ? Écoutez, il y a les effets de manche de plateau où on peut avoir l'air très offensif pour marquer un point, et la réalité, souvent, c'est que chacun détient un bout de la vérité. La vérité, c'est qu'on peut reconnaître, et on l'a fait la semaine dernière à François Bayrou, une certaine constance dans le fait d'alerter sur la dette et le surendettement. Donc, on peut lui reconnaître le courage du discours de vérité, on l'a fait la semaine dernière, on n'a pas eu le temps de développer sur les actes. Et de fait, cette question amorce la question des actes. Parce que chez François Bayrou, il y a quand même une forme de duplicité, en tout cas de déconnexion entre le discours de vérité et les actes de vérité, qui est à mon avis plus complexe que simplement ce sur quoi met le doigt Sonia Mabrouk, parce que ce que lui répond François Bayrou n'est pas entièrement faux. Quand vous n'êtes pas élu majoritaire dans un pays, c'est-à-dire quand les Français ne vous donnent pas une majorité sur votre alerte, qui est celle... qui était le principe, un des points forts de François Bayrou, qui était la question de la dette et du surendettement. Par définition, vous devez bien faire des compromis, vous devez bien être solidaire de budget avec d'autres, en accord avec les priorités qu'ont choisies les Français. Et si les Français ont voté pour d'autres, ils ont voté pour d'autres priorités. Donc on ne peut pas entièrement lui faire peser de ne pas avoir voté parce que ça aurait aggravé la dette en plus, si les députés du MoDem n'avaient pas été solidaires de certains budgets comme la situation dans laquelle on est en ce moment. En revanche, franchement, je pense, et c'est pas là qu'est le problème, je pense qu'il y a une déconnexion entre le discours de vérité de François Bayrou et ses actes de ces derniers mois. C'est-à-dire que quand on rentre et qu'on apprend qu'effectivement il n'a pas passé l'été, alors qu'il est à la tête d'un gouvernement commando, qui n'a qu'une seule vocation, c'est quand même l'histoire de sa vie, c'est trouver un compromis avec plusieurs forces politiques pour voter ce budget. Et quand on apprend qu'il n'a pas été lui qui déteste les vacances, en plus tout le monde le sait, il déteste les vacances, François Bayrou, donc vraiment, il a dû passer tout l'été sur le pont, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il n'a pas passé tout l'été à appeler les chefs de partis d'opposition pour essayer de savoir à qui il devait donner un point pour négocier où, comment, et arriver avec une proposition qui puisse passer. Il a décidé de poser d'abord la question de l'urgence, de la confiance et ensuite de négocier. Ils étaient eux-mêmes en vacances, avait-il répondu ? Oui, ils étaient eux-mêmes en vacances, mais enfin on sait que le téléphone passe et encore une fois François Bayrou ne se dérange pas pour appeler qui il veut en vacances. Donc encore une fois, là il y a une responsabilité dans les actes qui n'est pas à la hauteur du discours de vérité qu'on va réécouter, mais je vais vous dire aussi autre chose. C'est qu'on peut avoir eu raison sur la dette ces derniers mois et avoir un peu moins raison sur la dette peut-être dans les années 70 ou 80 ou 90. Entre-temps, il s'est passé le quoi qu'il en coûte. Entre-temps, on a eu le Covid. Entre-temps, on a tous été collectivement d'accord pour laisser filer et creuser les déficits. Peut-être pas tous, mais honnêtement, les Français ne se plaignaient pas d'avoir été protégés pendant la période du Covid. Qui dira ça ? Les restaurateurs n'étaient pas heureux d'avoir la protection de l'État pour tenir quand même. Toutes les corps les professions qui ont souffert pendant cette période ont eu un État à leur côté. Le problème, c'est que ça coûte de l'argent et qu'on n'est pas capable ensuite de comprendre qu'il faut bien faire des réformes, et notamment la question de la réforme des retraites. Le degré de démagogie auquel on a eu droit de la part de l'opposition et d'irresponsabilité pour ne pas comprendre qu'une fois qu'on avait fait ce qu'il fallait pendant la période de crise qui nous a été imposée par la pandémie, il fallait bien particulièrement prendre le taureau par les cornes et faire une réforme qui nous permette des économies structurelles. Et c'est là qu'on a manqué collectivement de responsabilité. Parce que les 2/3 des Français étaient opposés à cette idée de retarder l'âge de départ à la retraite. Oui, mais ils n'étaient pas opposés à ce qu'on dépense de l'argent pour les protéger pendant la crise. Donc là, on se posait la question de l'œuf et de la poule.
qui des Français ou de leur politique finalement est responsable de la crise ou de la dégradation de la parole et de la proposition politique, j'ai envie de vous répondre que c'est quand même, premièrement, les Français, quand il s'agit des politiques qui gouvernent, puisque ce sont bien les politiques qu'ils ont choisis, que nous avons choisis. Avec parfois des effets de surprise qu'on ne peut pas maîtriser. Moi, je suis toujours impressionnée quand j'entends des électeurs qui ont voté pour Nicolas Sarkozy s'étonner de la politique de Nicolas Sarkozy, alors qu'on avait un candidat transparent sur ce qu'il allait faire et qu'il suffisait d'écouter ce qu'il disait et d'analyser un tout petit peu son tempérament ou son passif pour comprendre ce que ça allait donner. À peu près pareil sur François Hollande, à peu près pareil sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il s'était engagé à réduire, par exemple, le nombre de fonctionnaires. Et on disait le Mozart de la finance. Mais ensuite, il y a eu des surprises qui sont imposées aussi par, l'histoire. Par exemple, un François Hollande, dont on pouvait penser qu'il allait être un peu plutôt... On lui prêtait une forme de bonhomie et de mollesse. Quand les attentats sont intervenus et que la France a été frappée par le terrorisme, François Hollande n'a pas été mou du tout. Il a été même un président très protecteur sur ce sujet, plutôt efficace, contrairement à ce qu'on pouvait penser. À l'inverse, Nicolas Sarkozy, qui avait un discours très très dur et très sécuritaire, en coulisses, a plutôt laissé filer des problèmes de fond qui ont facilité la radicalité. Mais ça, c'est mes sujets. Moi, je le voyais en coulisses. Les Français peuvent ne pas le voir en vitrine. Emmanuel Macron, à qui on prêtait un sens plutôt fin de l'économie, de la finance, parce qu'on l'avait découvert comme ministre des Finances, parce qu'il venait de la banque, et bien finalement est un des présidents qui a, alors en partie à cause de la pandémie, mais aussi en partie à cause de ses propres choix, laissé filer le déficit comme personne, et qui n'a pas finalement réussi à imposer une réforme des retraites qui structurellement nous permet des économies. Ceux qui disent, et en particulier les dirigeants politiques, les Français sont responsables, ils pensent à tous ces dirigeants qui ont toujours fait profession d'orthodoxie en matière de finances publiques et qui n'ont jamais été élus. Alors on pense à Raymond Barre en particulier, mais il y en a d'autres. On peut penser, c'est vrai que les hommes politiques qui tiennent des discours extrêmement rationnels et extrêmement raisonnables ne sont pas toujours ceux qui sont les mieux récompensés par les électeurs. On pense effectivement à Raymond Barre, mais quand Raymond Barre alerte sur la dette, on va le réécouter. On l'écoute. Il prononce ces mots en 1976. On l'écoute. Il faut que nous comprenions que la raison essentielle de la situation que nous connaissons tient en une seule formule. La France vit au-dessus de ses moyens. Mais par ailleurs, est-ce qu'en 1976, nous étions dans l'urgence où nous sommes aujourd'hui ? On avait le droit, en tant que Français, de considérer, à l'inverse de Raymond Barre, qu'en 1976, c'était pas si grave de vivre un peu au-dessus de nos moyens si on investissait, si on permettait des progrès qui allaient nous être rendus économiquement et au niveau sociétal. On va écouter maintenant François Bayrou à différentes périodes. Il y a des périodes où je pense que François Bayrou avait raison, puis il y avait des périodes où il radotait. Il se trouve qu'aujourd'hui, il a particulièrement raison, mais on l'écoute à plusieurs périodes. La vérité, le courage consiste à dire « Nous avons un problème de déficit public, ce problème doit être réglé avant de baisser les impôts. » La situation est une situation de dérapage absolu. Dans un pays où on a un déficit et une dette qui sont désormais hors de contrôle, personne ne les arrête plus. Mes ennemis, quand je serai président de la République, c'est le chômage, c'est l'exclusion, c'est la pauvreté, c'est la dette. François Bayrou n'a pas été élu président de la République. Donc encore une fois, les Français sont responsables des politiques qu'ils élisent au pouvoir, de ceux qui gouvernent, un peu moins de ceux qui sont dans l'opposition. Donc là, il a en partie raison quand il dit « on m'a pas porté au pouvoir pour m'occuper de ces questions-là quand je pensais qu'il en était vraiment temps ». Mais en retour, on peut aussi considérer que ces questions-là sont devenues vraiment vitales, urgentes, indispensables et qu'on est vraiment au pied du mur après avoir fait le quoi qu'il en coûte, et que donc et qu'avant on avait d'autres choses à régler. On avait quand même la question du terrorisme, on avait quand même déjà la question de l'intégration. C'est aussi normal et légitime que les Français aient de temps en temps d'autres priorités. Ils ont le droit, et je vois qu'aujourd'hui la question de la dette progresse dans les préoccupations des Français. C'est aussi bien que quand des politiques leur disent les choses au bon moment et que ce qu'ils disent et leur discours de vérité rencontrent le moment, ils sont capables de l'entendre. Et donc là, on revient à la question, David, qu'on se posait au début.
Est-ce que les Français méritent leur politique ou est-ce que c'est les politiques qui ne méritent pas assez leurs électeurs, de l'œuf ou de la poule ? Et j'ai envie de vous répondre, je pense qu'encore une fois, les électeurs sont responsables des élus qui gouvernent, qu'ils ont portés au pouvoir. Ils sont un peu moins responsables de la médiocrité de ceux qui ne l'ont pas élu et qui sont dans l'opposition. Or, nous n'avons pas de chance en ce moment. Nous avons des élus qui ont été... des gens plutôt intelligents et compétents qui ont été élus, mais qui ont sérieusement, je le pense, un problème de narcissisme et de psychologie qui nous a amenés à des décisions irresponsables, comme la dissolution précipitée. Et nous avons une opposition qui est représentée par des personnalités que, pour le coup, la plupart des Français n'ont pas choisi, parce que la plupart des Français n'ont pas choisi Olivier Faure. Vraiment, un tout petit noyau de socialistes a choisi de reconduire Olivier Faure. Alors eux, je le pense particulièrement responsables de la médiocrité de l'opposition socialiste, comme je pense particulièrement responsables les écologistes qui ont voté pour Marine Tondelier. Je pense que ce niveau-là d'opposition, des militants sont responsables, mais pas tous les Français. Par contre, les scores de Jean-Luc Mélenchon, beaucoup de Français en sont responsables. C'est ce qui lui permet d'être un des chefs de l'opposition sans avoir été élu ou reconduit en interne par quiconque, parce qu'il n'y a pas de démocratie en interne à LFI. Et ça n'empêche pas des Français de le choisir comme force d'opposition, comme ça n'empêche pas les Français depuis maintenant des années de décider de passer leur message par le Rassemblement national, c'est-à-dire de choisir face à des gens qu'ils trouvent trop peu compétents, trop peu déterminés, sans doute, de voter pour les plus incompétents, les plus voleurs et les plus tricheurs. C'est leur choix. Mais ça nous met tous dans une paralysie politique et dans une ornière terrible dans laquelle nous sommes maintenant, avec des gouvernants qui ont une psyché particulière et des opposants qui ont une médiocrité particulière. Alors, vos questions, vos réactions, je voulais simplement vous faire entendre quelqu'un d'autre qui pense que les Français, en tout cas c'est ce qui transparaissait de sa phrase, sont au moins en partie responsables. C'est un certain Emmanuel Macron, lors de sa visite au Danemark, lorsqu'il disait « Les Danois sont un peuple responsable et nous, écoutons ». Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'être naïf. Ce qui est ici possible est lié à une culture, un peuple marqué par son histoire. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que. Le fameux Gaulois réfractaire au changement, il y a 7 ans. François. Oui, on aura bien compris que les Français ne sont pas à la hauteur d'Emmanuel Macron. On s'en doutait d'ailleurs depuis un moment. Question, Caroline. Au fond, si on force le trait de ce que vous dites, je le force. Il faut changer le peuple. Non. Mais alors, c'était juste une entrée en matière. Ma question est plus sérieuse que ça. Est-ce que ça n'est pas le rôle d'un politique de réconcilier les contradictions des Français ou de tout autre peuple ? Par exemple, celle que vous avez fort justement pointée, de gens qui ne veulent pas travailler davantage et qui pour autant veulent être protégés pendant le Covid. J'ai 2 exemples en tête. Un qui est ancien, c'est Pierre Mauroy, qui fait le virage de la rigueur au tout début des années 80, complètement à rebours du programme qu'il a porté au pouvoir, qui le fait les larmes dans les yeux, qui rétablit la situation du pays, situation extérieure, puisqu'à l'époque nous n'avions pas l'euro. L'autre exemple est beaucoup plus récent, c'est Tsipras, qui est un peu l'équivalent, en Grèce, en plus dramatique encore, mais qui a été le sauveur de la Grèce. Ce type-là a été élu sur un programme baroque, et finalement, à la lumière, à la découverte des problèmes qu'il a faits, eh bien, il a complètement infléchi la chose. Et on connaît les souffrances qu'ont connues le peuple grec. Est-ce que, finalement, c'est trop demander aux politiques que de leur demander ça ? D'abord, François, les exemples que vous citez, c'est aussi des politiques qui sont fraîchement élus, parce que Mauroy fait le tour de la rigueur pas si longtemps après quand même l'élection de François Mitterrand, sur une base justement rigoureusement éloignée. C'est-à-dire, on est élu sur la base de la générosité et de la redistribution, on est obligé de faire le tournant de la rigueur. Quelque part, ça vous donne une double légitimité pour le faire, ce tournant, parce que quelque part, on se dit, s'il est obligé de le faire, c'est que vraiment, il faut le faire. Et Tsipras, c'est quand même un petit peu aussi la même situation. C'est quelqu'un qui est élu en disant... Mais il est passé par une promesse de générosité qui est quand même un peu démagogue, puisque s'ils font le tournant si rapidement derrière, c'est bien que les conditions n'étaient pas tout à fait réunies pour les promesses qui les ont fait élire. Et je suis pas du tout en train de dire... changeons le peuple, puisque j'ai expliqué que justement le peuple avait aussi raison parfois de ne pas considérer que la dette était une priorité, qu'il avait aussi raison de vouloir quelque chose
Là où on a collectivement tort, c'est quand on n'entend pas qu'il y a des conséquences à ce qu'on a voulu avant et qu'il faut assumer après. Et là, on a collectivement tendance à porter au pouvoir, ou en tout cas à écouter, ou à donner beaucoup de voix aux plus démagogues, au point même que toutes nos démocraties sont en train de s'affaisser à cause de ça, et ça c'est lié, on n'a pas le temps d'en parler, on le fera dans d'autres émissions. Encore une fois, la saturation de l'information, la fatigue démocratique dont parlait Ruth Elkrief, le fait que tout devient tellement plus compliqué, que les messages les plus simples, répétés, regardez l'exemple de Trump, il a 4 mots de vocabulaire, il répète toujours les mêmes phrases. Si à la fin quelqu'un n'a pas compris ce qu'il dit, c'est que vraiment il n'a pas suivi l'affaire. Ça marche, et ça marche pas que pour des raisons irrationnelles. C'est pas que des idiots qui suivent Trump. Il y a toujours des raisons rationnelles à choisir, même des irrationnelles. Philippe et Béatrice. Moi, je souscris largement à ce que vous avez dit, Caroline, et je voudrais dire aussi, puisque je pense qu'en politique, il faut être existentialiste, François Bayrou, quand il était ministre de l'Enseignement, n'a pas brillé par la vertu budgétaire. Il était prompt à accorder à peu près tout ce que les syndicats demandaient. Donc, il faut aussi un peu considérer que ce qu'on fait quand on est au pouvoir dit quand même quelque chose de la crédibilité que vous avez quand vous recommandez ceci ou cela. Mais je pense qu'il y a quand même une responsabilité un peu collective. Je pense en particulier à la période du Covid, puis ensuite a fortiori au chèque énergie. C'est assez facile de voir en quoi la France a déliré, parce que le Covid, comme chacun sait, c'était pas strictement français. Tout le monde a eu le Covid. Il n'y a qu'en France qu'on a fait un quoi qu'il en coûte si généreux, si long, et qu'ensuite on a embrayé sur le chèque énergie. Est-ce que vous avez vu beaucoup d'hommes ou de femmes politiques dire à l'époque « Attention, c'est peut-être un peu trop, il faudra rembourser, ça risque de mal tourner, on s'endette indûment, l'argent n'est pas gratuit ». Quelques-uns l'ont dit, mais presque des marginaux dans le paysage politique. Et en gros, tout le monde a souscrit en quelque sorte à une forme de démagogie générale. Tout le monde est content qu'on arrose, c'est pas moi qui vais critiquer l'arrosage. Et c'est là où je crois qu'il y a quand même une responsabilité collective des hommes politiques et des femmes politiques. Parce que si quelqu'un s'était levé en disant ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire c'est une fausse générosité, ça va se payer, et vous qui recevez aujourd'hui l'argent, on va vous demander des sacrifices terribles après, celui-là ou celle-ci, après, il pourrait venir en disant moi je ne participe pas à la gabegie qui est en train d'avoir lieu, je m'en suis distingué. Mais personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Donc il y a une forme de responsabilité collective à cet égard, me semble-t-il. Béatrice, l'œuf ou la poule ? Oui, ce que je trouvais très intéressant, ce que vous avez dit, c'est que vous avez pointé les images que l'on peut projeter différemment selon les présidents. Vous avez dit François Hollande a été sur les questions sécuritaires assez solide et ferme. Sur la question économique, c'est lui quand même qui a initié le virage de l'offre. C'est assez intéressant. Et Macron, que l'on voyait comme le Mozart de la finance, dès 2017, moi je pense que l'erreur, elle est même dès le début, avec la suppression de la taxe d'habitation qui a quand même coûté une vingtaine de milliards d'euros, qui n'était absolument pas financée, qui a foutu un pataquès pas possible dans les collectivités locales, même si... Encore un acte de démagogie vis-à-vis duquel personne ne s'est distancié. Et je pense qu'il y a eu une erreur de politique économique dès le début, en fait, où on a pensé qu'en baissant les impôts, eh bien, ça allait soutenir la croissance et que finalement on allait avoir des recettes. On n'a pas voulu, dès le départ, ajuster en fait la dépense publique à la baisse de recettes que l'on faisait. Et donc dès le départ, en fait, il y a une erreur de politique économique du Mozart de la finance. Ruth, un mot ? Donc, juste un mot, c'est qu'en fait, on était au moment des élections, après le Covid. On est avant 2022. Ça explique beaucoup de choses. Et Emmanuel Macron ne peut pas expliquer qu'il faut donner de l'argent. Parce qu'il y a les élections présidentielles. On ne peut pas dire il ne peut pas. Non, mais je ne dis pas il ne peut pas. Ah non. Je ne dis pas qu'il ne peut pas. On ne peut pas dire qu'il ne peut pas. Non, mais je dis il ne veut pas. Si vous voulez, je veux n'attirer aucun crédit politique. Ce chèque énergie, je le défends pas. Dont il n'a Attendez, je le défends pas. Au contraire, je l'accuse. Je dis au contraire. Il fallait expliquer qu'on allait payer. Il fallait expliquer, mais c'était impossible d'un point de vue démagogique et électoraliste parce qu'il y avait les élections présidentielles. Merci Caroline. Merci. Et à mardi prochain. Mais c'est un débat passionnant. On l'avait déjà abordé avec François hier soir. Mais encore une fois, et ça travaille l'opinion aussi, évidemment, cette petite phrase. Merci Béatrice et merci Philippe d'avoir animé 24 heures avec moi. Place au parti pris.